Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans une idée qui fait pas mal réfléchir, le syndrome de Stockholm technologique, le SST. Oui, SST, on va s'appuyer sur une analyse assez fouillée qui justement utilise cette métaphore socio-psychologique. C'est ça. L'idée, c'est de décortiquer un peu ce concept, comprendre comment il décrit notre relation complexe, on peut dire, avec nos outils numériques. Smartphones, réseaux sociaux, et même l'IA maintenant. Exactement. Et voir les implications. Parce que le paradoxe central, c'est ça. Comment on peut développer un attachement, parfois même défendre ces technologies, Alors qu'elles ont clairement une emprise notable sur notre attention, notre cognition. c'est la question qu'on explore. Alors, commençons par clarifier un point important. Ce SST. Ça n'est pas un diagnostic clinique officiel. On ne le trouve pas dans le DSM-5 par exemple. Non, absolument pas. C'est avant tout une métaphore critique. Une façon de penser l'emprise psychologique dans ces relations de pouvoir modernes. Oui, des relations souvent très asymétriques d'ailleurs. Ça décrit une dépendance où l'utilisateur finit par s'identifier à un système. Qui pourrait pourtant être aliénant. C'est ça qui est troublant. Tout à fait. Et pour bien saisir la force de cette métaphore, un petit rappel sur le syndrome de Stockholm classique, ça peut aider. Ah oui, la prise d'otage de 1973 à Stockholm, l'affaire Patricia Hearst. Voilà, le mécanisme clé au fond, c'est un instinct de survie inconscient. La victime, face au danger, réinterprète l'absence de pire violence. Comme de la bonté en quelque sorte. C'est un peu ça. Le simple fait de ne pas être tué peut être perçu comme un geste positif. Ça crée un lien affectif très contre-intuitif. Et ce qui est intéressant, c'est le parallèle avec l'attachement désorganisé qu'on voit parfois chez l'enfant maltraité. C'est-à-dire ? Quand la source de sécurité, le parent, est aussi la source de peur. L'enfant s'y attache quand même. C'est une dynamique très complexe. D'accord. Et donc, appliqué à la technologie, comment ça se traduit ? La captivité n'est pas physique, évidemment. Non, bien sûr. Elle est cognitive et attentionnelle. C'est notre esprit qui est captif en quelque sorte. Et la menace alors ? Ce n'est pas la mort physique ? Non, c'est plutôt l'exclusion sociale, l'ignorance, la peur panique de rater quelque chose d'important, le fameux FOMO. Ah, le FOMO, oui. Cette anxiété constante qui nous pousse à vérifier nos notifications. Exactement. Et du coup, la technologie devient cette figure d'attachement ambivalente. On en a besoin pour interagir, pour travailler, pour s'informer. Mais elle est aussi source de stress, potentiellement de dépendance. C'est là qu'intervient l'asymétrie de pouvoir, un point crucial de l'analyse. Les big tech nous connaissent intimement via nos données. C'est un déséquilibre énorme. Et ça pose question sur le type de relation. Normalement, avec un tel déséquilibre, on attendrait un modèle fiduciaire, non ? Tout à fait. Le médecin, par exemple, doit agir dans l'intérêt de son patient qui est plus vulnérable. C'est une question de confiance. Or, dans la tech. C'est souvent l'inverse qui se produit. Les modèles économiques, pensez au modèle Hooked de Nir Eyal. Ah oui, la boucle déclencheur, action, récompense variable, investissement. Voilà. Ces modèles visent la rétention, l'habitude, l'emprise devient un objectif économique, l'utilisateur devient souvent le produit. C'est l'opposé du modèle fiduciaire. Et on voit bien les mécanismes de capture au quotidien. Les récompenses intermittentes, oui. Les likes, les notifications aléatoires, ça active les circuits de la récompense dans le cerveau. Un peu comme une machine à sous finalement. La compulsion est vécue comme une gratification. Exactement. Mais la conséquence, c'est l'érosion de l'autonomie. L'analyse parle d'une dette cognitive. Une dette cognitive, c'est-à-dire ? Notre capacité à penser par nous-mêmes, à nous concentrer, qui diminue progressivement. Et l'intelligence artificielle là-dedans, elle amplifie le risque ? Potentiellement, oui. De manière exponentielle, l'IA peut activement nous imposer des cadres de référence, des choix. Elle peut se substituer à notre jugement. Le danger, c'est qu'on s'habitue à ça, la normalisation de la dépendance mentale. C'est le risque majeur, oui, qu'on trouve normal de déléguer notre pensée critique. Ça fait écho à ce que disait E.O. Wilson. Émotion paléolithique, institution médiévale, technologie divine. La technologie exploite nos vulnérabilités ancestrales ? En quelque sorte. Face à ça, est-ce qu'il y a des pistes ? L'analyse propose des solutions ? Oui, elle insiste sur le besoin d'une protection systémique. Pas seulement des conseils individuels de déconnexion. Il faut agir au niveau de la conception ? C'est l'idée de l'intégrité artificielle, IAI. Garantir que la technologie préserve notre souveraineté cognitive. Et comment on fait ça concrètement ? En prévenant ce que l'auteur appelle des écarts d'intégrité fonctionnelle, des sortes de bugs éthiques. Par exemple ? Le détournement fonctionnel, quand un outil prend une place qu'il ne devrait pas, comme remplacer une relation humaine. Ou l'aliénation fonctionnelle, quand on devient incapable d'agir sans l'impulsion de la machine. Il y en a 5 principaux qui sont décrits. D'accord. Donc, en résumé,
cette métaphore du SST, même si c'est une image? Elle est éclairante. Elle nous aide à voir les dangers de cette capture cognitive, de ce déséquilibre de pouvoir dans nos interactions avec la tech, Le risque final étant l'effondrement de notre autonomie individuelle. remplacée par des automatismes conditionnés, oui. C'est un scénario préoccupant. Et pour terminer, une pensée un peu provocatrice qui prolonge la réflexion des sources. Si notre consentement même à utiliser ces technologies, à partager nos données, Est déjà influencé par cette capture cognitive, par cette dépendance subtile. alors, quelle est la validité réelle de ce consentement dit libre et éclairé? C'est une excellente question. Ça interroge notre propre relation à la tech et les cadres légaux et éthiques qui l'entourent. De quoi méditer? En effet.